Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Ce matin, c'est une rencontre, une table ronde autour de la langue française, intitulée Le français comme langue d'adoption et de création, avec deux écrivaines et un écrivain, Aliona Glukova, Oana Lohan et Karim Katan. Aliona Glukova est née en Biélorussie. Elle est traductrice, journaliste, enseignante, organisatrice culturelle et écrivaine. Elle a publié son premier roman, Dans l'eau, je suis chez moi, aux éditions Verticales, paru en 2018, pour lequel elle a été invitée dans ce festival en 2019. Et ce roman, De l'autre côté de la peau, toujours aux éditions Verticales, un très très beau roman. Tous les romans sont beaux là, vous allez voir. Oana Lohan, née en Roumanie, résidente à Paris, est dessinatrice, photographe et vient de publier un premier roman, Mars Violet, aux éditions Le Chemin de Fer, en 2021. Et je voulais juste vous montrer quelque chose, parce qu'elle est dessinatrice et hier elle était sur scène avec le parrain du festival. Vous le connaissez, le parrain là? Non, c'est pas la peine. Wilfried Sondé, il s'appelle, mais c'est pas grave, vous ne retenez pas son nom. Si. Si, c'est un immense écrivain, magnifique. Et en même temps qu'il lisait, elle a réalisé ce magnifique dessin, avec plein de couleurs, c'est-à-dire le texte l'inspirait, et en même temps, elle travaillait donc à cette création. Karim Katan, né à Al-Quds, il écrit en anglais et en français, il a publié un recueil de nouvelles préliminaire pour un verger futur, paru aux éditions Elisade en 2017, qui a été finaliste du prix Boccace de la Nouvelle en 2018, et un roman, Le Palais des Deux Collines, aux éditions Elisade toujours, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie en 2021. Voilà. Dans un premier temps, vous allez entendre des extraits des textes des 3 écrivaines et écrivains. Qui commence? Allez. C'est bon? Non. Non. Oui. Si. En haut, voilà, poussez en haut, c'est bon. Ah. Donc, je vais essayer de vous lire. Je lis assez mal, donc j'espère que vous allez pouvoir comprendre ce que je raconte. Donc c'est un extrait de Mars Violet. Non, plus fort. Plus fort, là, c'est bon? Ok, cool. Donc, dans ce monde, l'idée même de liberté est fracassante. Le mot prononcé fait un bruit sourd, semblable au bruit des châtaignes. Les traditionnels coups rapides et frustres qui s'assènent sur la tête les gamins entre eux. Mais dans la réalité immédiate, la liberté ne s'applique nulle part. Tu es juste libre de ne pas l'être. Ce qui est dingue... Le micro, plus proche. Là, ça va? Non. Là, c'est bon? Ce qui est dingue, c'est que tout geste ou tout propos, même banal, peut devenir suspect, voire anti-régime. En plus, toute tentative pour cataloguer les Roumains d'un point de vue linguistique, et pas que, reste lacunaire. Latin slave pour certains, ou latin surtout pas slave pour d'autres, ils aiment par-dessus tout un mot considéré comme purement roumain, dor, dont la traduction reste approximative sinon incomplète, et qui désigne plus ou moins la capacité d'être nostalgique et mélancolique en même temps, ou autrement dit, la capacité d'être heureux qu'à partir du moment où tu es capable de partager une tristesse élaborée. Il y a du dor à toutes les sauces. Celle du « elle, il me manque à mourir », celle du « je ne sais pas pourquoi, mais bon, je sais pour sûr que je suis lié à cette terre », celle du « on est noble, mais personne ne le sait à l'extérieur de cet espace béni », et ça continue. Pourtant, l'étymologie est simple. Dor vient du latin populaire dolus, dolere, qui veut dire tout simplement avoir mal. Merci. Aliona? Anna marche au bord de l'eau. Elle n'a pas enlevé ses chaussures. Ses chaussettes sont mouillées. Elle regarde la mer et compte dans sa tête. Compter
c'est comme se raconter des histoires. Elle mélange des chiffres, mais personne ne le sait. 140 vient après 129. 129 après 120. 120 moules dans le lavabo de sa grand-mère. Elle a entendu les murmures des coquilles. Les moules respiraient, ouvraient de petites bouches. Les moules étaient un seul et même organisme. 129 petits poissons, bleu argile. Elle les a vus l'autre jour dans l'eau, sur une plage de rochers. Elle s'est approchée pour les toucher. Les poissons n'avaient pas peur. 140, c'est le nombre de coups quand les tempêtes éclatent. Anna est dans le jardin de sa grand-mère à Nazareth. Ça s'agite de tous côtés. Elle regarde la maison bouger. À l'intérieur, les objets tremblent. Ils ont leur propre vie et il faut les protéger, comme les moules. Graza, c'est son premier mot en russe. Graza, dit Alicia, sa voisine, et Anna le répète. Ça signifie le vent et la pluie à la fois. Quand Anna mord une pomme, elle sent le cœur de Pépin qui bat très fort. Elle sort des pierres de sa poche, une par une, et les observe. Anna sait voir des choses. Elle a le droit. Elle a encore 7 ans, et à 7 ans, c'est permis. Merci, merci. Karim. Oui, ça marche. Un soir, nous sommes assis dans le jardin. Le soleil couchant projette une lumière diffuse sur le restaurant de Jihad et sur les sentiers vallonnés en dessous. Au-delà, la promesse du reste du pays palpite doucement. Elle soupire, c'est son moment préféré de la journée. On entend chanter des rossignols. Quelle sérénité, le pays de Dieu, dit-elle. Je n'aime pas ce pays, je n'ai jamais voulu revenir ici, lui dis-je. Elle tourne son visage vers moi et me demande avec sincérité, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu avais le choix ? Elle a raison, ce pays est comme un chagrin d'amour, on guette la guérison, on se dit que c'est trop bête, que ce n'est rien, que ce n'est qu'un homme ou qu'un morceau de terre, des choses inutiles. Comment des choses aussi inutiles peuvent-elles faire si mal ? On se le répète. Certains jours de printemps, on se réveille, il y a un peu de soleil sur les draps du lit, on s'étire et on se dit c'est une bonne journée. La douceur de ce réveil nous fait croire que la guérison est survenue au cours de la nuit dans le cerveau des armées. Désormais, c'est la convalescence. Désormais, ce pays-là est fini pour nous. Mais il suffit, le soir même, d'un reflet dans le miroir, d'une personne croisée à qui l'on a envie de dire « Toi, tu étais bien avec moi là-bas il y a si longtemps, n'est-ce pas ?» Et c'est fini. D'autres jours d'automne, dans un pays bien plus beau que celui-ci, où les forêts noires et profondes virent à l'orange, et les ruisseaux bleus et légers chantent des berceuses. C'est un vent qui se lève dans l'âme. On se dit, ça y est, c'est la guérison. Mais la nuit nous ramène à cette soirée, ce rossignol, cet arbre, cette blessure ouverte qui creuse le pays. La nuit est calme, elle retient son souffle. Qu'est-ce qu'elle attend ? Dans mon lit, je pense à Ayoub et Joséphine. Ayoub avait de délicieuses boucles presque onctueuses qu'on aurait aimé manger. Merci, merci. Voilà. Donner à entendre les textes des écrivains et écrivaines. C'est intéressant pour aborder cette question de la langue française. Et donc, la langue française, pour Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, je le cite, on n'a pas le choix de sa langue. La langue française, parce qu'elle était ma langue maternelle, était une fatalité, une absolue nécessité. Fin de citation. Sauf que la langue française n'est pas parlée que par les 67 millions de Français. Elle est parlée par 300 millions de personnes de par le monde. Qu'est-ce qui fait que des écrivains d'ailleurs, nés ailleurs ou pas, mais en tout cas d'ailleurs, écrivent en français ? Pourquoi donc ? Alors, pour tous les trois, dans l'ordre que vous voulez, pourquoi écrit-on en français quand on n'est pas français ? Mais chacun nous raconte son histoire par rapport à la langue française.
c'est une question, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une question qui a plein de réponses. Chaque fois, je trouve une autre réponse, et c'est pas que j'invente les réponses, mais c'est que il y a des couches, plusieurs couches. Parce que je crois, en fait, je me rends compte aujourd'hui que finalement, même, je commençais à écrire en français quand j'étais en Biélorussie, à Minsk, tout le monde autour de moi parlait russe, et je commençais à écrire en français. C'était un choix assez logique, et je me rends compte qu'à la fois c'était très instinctif. En fait, je me suis pas posé plein de questions, j'ai pas de plein de raisons. À la fois c'était une façon de m'éloigner un petit peu, parce que j'écrivais l'histoire familiale sur la disparition de mon père. Du coup, c'était un peu la façon de trouver un espace de silence où je peux trouver d'autres mots un peu plus peut-être retenus ou plus simples ou moins usés. Et j'ai l'impression aussi que c'était un peu comme quand on se jette, je sais pas, dans l'eau. Et en fait, cette histoire d'écrire, c'était quelque chose d'important pour moi. Et à la fois, c'est comme si la langue française était une sorte de, je sais pas comment dire, une incantation, une prière, en chanson, pour que ça fonctionne. Mais je savais pas ce qui devrait fonctionner. Mais du coup, ouais. Donc, langue d'émancipation par rapport à la famille, hein, dans ce cas-là. Et pour Oana? Ça marche. C'est beaucoup plus simple chez moi, c'est par hasard. C'est vraiment par hasard. Ça veut dire que, je vais essayer d'être très, très clair et très simple. Je suis arrivé en France, j'avais 21 ans, donc j'étais jeune. J'ai pas choisi la France, c'était un pur hasard, encore une fois. Je voulais partir en fait. C'était l'ouverture d'un pays fermé. J'avais grandi dans un truc complètement fermé, parano, pas sympa. Mais où j'avais connu plein de moments heureux. Donc voilà, mais c'était un pays de fous en fait. Et donc on voulait tous sortir. Et on allait là où on pouvait. Hein. À l'époque, pour ceux qui connaissent d'entre vous, fallait un visa, c'était hyper compliqué. Donc voilà, je pouvais pas aller où je voulais. Et, j'ai réussi à avoir un visa français. Voilà. Je parlais le français parce que chez moi, on apprend les langues jeunes parce que c'est comme ça. Le roumain, c'est une langue parlée que par 23 millions de gens, donc pas beaucoup. Donc pour pouvoir essayer de communiquer avec le monde, il fallait parler au moins une autre langue. Donc moi, c'était un hasard, encore une fois, j'avais appris le français à l'école. Et puis un tout petit peu d'allemand et de l'anglais. L'anglais, c'était surtout parce qu'on regardait des cassettes VHS, on écoutait de la musique et on comprenait rien. Donc, on avait commencé à apprendre l'anglais entre nous. Il n'y avait pas Internet. Donc, voilà. Et donc, écrire en français, parce que je suis arrivé ici. Et, alors, d'abord, un truc que... Enfin, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je pense que je n'écris pas en français, en fait. Sincèrement, ça veut dire que il y a des mots français, la syntaxe elle est un peu bizarre. Pour moi c'est un mélange, c'est du parler. Moi je lis aussi beaucoup en anglais et j'aime bien tout ce qui se passe un peu contemporain en anglais parce que je trouve que c'est un autre type de liberté par rapport à la langue. Bon, c'est une langue différente, donc je dis pas qu'en français il n'y a pas de liberté, mais c'est une liberté beaucoup plus réfléchi, voilà, je sais pas. C'était pour moi. Alors bon, je vais faire la comparaison. Là, c'est une comparaison qui peut être un peu frustrante, mais je pense que le français, c'est comme une amante de luxe, dans le bon sens du mot. Ça veut dire qu'il faut l'entretenir. Si tu entretiens par le français, t'es foutu. Et moi, je l'entretiens pas beaucoup, donc je sais pas ce que ça donne en fait pour les Français. Mais justement, j'aime bien ce rapport un peu direct avec une langue qui n'est pas la mienne. Mais que j'aime beaucoup parce que sinon j'écrirais en roumain ou peut-être en anglais ou j'en sais rien, j'apprendrai une autre langue et c'est tout, voilà. Mais langue de la littérature de toute façon, puisque même si cette langue j'ai pas compris. Langue de la littérature, puisque tu écris en français, même si cette langue-là c'est ton invention. Oui, non, mais c'est pas une invention. Je ne vais pas si loin. Je n'ai pas cette prétention-là. Ça veut dire que j'écris dans une langue parlée, je pense, tu vois. Donc, elle est très directe, un peu frustre pour plein de gens. Je comprends que ça peut être frustrant parce que c'est pas suffisamment élaboré, si tu veux, pour des lecteurs de français. Enfin, dans un français
réfléchi, de tout point de vue. Donc c'est beaucoup plus direct. Enfin, je pense, hein, maintenant peut-être que j'ai complètement tort. Mais je pense que c'est ce qui m'intéresse. Et le fait que ça a pu être édité, ça veut dire que peut-être ça peut intéresser au moins encore 10 personnes à part moi, ce qui est plutôt cool. Voilà. En tout cas, ça a été bien reçu, ton roman. Bah, écoutez, merci. Voilà. Donc, Karim ? Je pense qu'on va à chaque fois tester le micro. Faut juste parler fort parce qu'il y a le micro derrière aussi. Oui, et puis il parle fort ce mec. Ouais, on va leur dire. En fait, je pense un peu ce que tu as dit, Aliona. Je vais déjà répéter ça. C'est que pour moi aussi, j'ai l'impression à chaque fois de proposer des réponses différentes et parfois contradictoires. C'est ça qui est très bizarre. C'est que, c'est parce que je pense qu'on n'a pas de rapport très simple à une langue. Et moi, j'ai toujours du mal à répondre à cette question, justement parce que je me lance dans un truc, puis j'ai envie de m'interrompre pour dire non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais dans mon cas, je pense quand même qu'il y a une réalité matérielle première qui est essentielle, c'est le fait colonial, qui fait que le français... donc moi, je suis palestinien, d'une famille chrétienne. Donc la colonisation fait qu'à un moment, on a eu le français. Donc j'écris toutes les langues que j'utilise, toutes les langues qu'on utilise tous de toute façon sont coloniales, hein, que ce soit l'arabe, le français ou l'anglais. Mais donc pour le français spécifiquement, j'écris dans un cadre constitué par cette histoire-là. Donc pas seulement dans le français, mais dans la francophonie, qui est beaucoup de super choses, mais qui a un héritage colonial très fort. Dans lequel la France est le centre et tout le reste, on est des périphéries. Et justement, l'une des choses qu'on constate, c'est que... Enfin, l'une des choses que j'aime bien, c'est de provincialiser la France, en fait. D'en faire un élément parmi les éléments de la francophonie. Je me dis, parfois, ce serait bien d'avoir un mot qui n'est pas... Enfin, que ce soit pas français, le mot. Enfin, pour la langue. Que ce soit autre chose d'un peu moins national. Donc, j'écris... Enfin... En même temps, je dis oui, colonisation et tout, puis j'aime beaucoup le français. Enfin, je veux dire, c'est une langue que j'aime beaucoup écrire, que j'aime beaucoup malmener aussi, qui propose beaucoup de choses différentes, par exemple de l'arabe ou de l'anglais, qui propose effectivement pour moi une distance parce que c'est pas vraiment ma langue maternelle. Donc finalement, quand j'écris en français, j'ai la possibilité un peu de prendre une respiration, de prendre du temps différent. Donc il y a vraiment toutes sortes de raisons, mais j'aime bien, à la fois il y a des raisons, disons, artistiques, techniques, artisanales même, pour lesquelles j'utilise le français, et puis il y a des raisons matérielles, historiques. Donc la colonisation, ma classe sociale, parce que tout le monde n'a pas accès au français de la même manière. Souvent quand on me pose la question, pas toi, on me la pose un peu comme si le français était venu du ciel, comme s'il m'était tombé, non mais vraiment, comme si voilà, un jour je suis né et je parlais français. Non, en fait, pour parler français quand on est un étranger, il faut aller à une école, étrangère. Pour pouvoir aller à une école étrangère, il faut avoir accès à beaucoup de choses. Enfin, il y a tout un réseau, toute une chaîne de choses, en tout cas pour la Palestine, je pense que chaque pays est différent, qui font que j'ai eu accès à cette langue pour la parler. Mais cette langue française, bien sûr, langue d'émancipation, langue par hasard, donc acquise, langue du fait colonial, mais elle est aussi une langue d'ouverture à l'universel, non ? Puisque ça permet effectivement à un nombre d'écrivains dans le monde d'écrire dans cette langue-là, et non pas dans la langue originale, maternelle. Et quand tu évoquais la francophonie, personne ne parle le francophone dans le monde. Personne. Vous parlez le francophone ? Tu parles le francophone, Moana ? C'est pas mal, ça. Non, je me suis mal exprimé. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que, en Roumanie, pays francophone, en fait, ce qui est drôle, c'est que en Roumanie, dans les années 20 et 30, quand la Roumanie avait tout à fait un autre statut,
le français était la langue parlée, enfin le français et l'allemand, voilà, et l'italien après. Machin. Et c'est l'époque où il y a eu le plus d'intello, de grande envergure, donc tout le monde écrivait en plein de langues. Enfin, je pense que c'était le cas un peu partout d'où vous venez. Et quand il y a tous les événements de la francophonie, ça a un petit côté triste. Non mais vraiment, enfin, je suis désolée de le dire, mais en fait à Bucarest, quand tu vas dans un événement de la francophonie, t'es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi il y a 3 personnes qui ont l'air perdues mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu, à un moment donné, il y a eu un changement de tout, enfin voilà. Et que, en fait, je pense que ça ne marche plus. Tu vois ? Enfin bon, je me permets, c'est mon opinion, je ne veux pas l'imposer voilà, à personne, mais en fait, ça ne marche plus du tout. Et on n'arrête pas de parler de ça, mais pour qui ? Et pourquoi surtout ? Parce que maintenant, enfin, moi, je pense que c'est différent. En fait, moi, je peux parler du français, du roumain ou de l'allemand de la même façon. Enfin, je comprends qu'il y a des particularités, je comprends qu'il y a des attaches affectives ou autres, tu vois. Mais je pense que le plus important, c'est de dire j'écris dans une langue parce que j'en ai envie, pour X raisons. Mais voilà, c'est parce que je pense que... puis après, tu peux trouver 10 000 raisons qui changent tout le temps, parce qu'on change tout le temps. Voilà. Donc, mais faut arrêter avec la francophonie, je pense. Sincèrement. parce que bon, c'est devenu un peu triste, quoi. Un mot, en tout cas, sur cette... nous préciser un petit peu, quand tu parlais tout à l'heure de cette langue que tu as connue très jeune, hein, c'est toi qui es allé vers cette langue. Comment tu es allé vers cette langue ? Puisque personne ne parlait cette langue apparemment chez toi, si j'ai bien compris. Non, personne. En fait, j'aime bien raconter cette anecdote parce que justement, on avait des écoles, chez nous les écoles ça dure pendant 11 ans, où il y avait la possibilité d'apprendre la langue étrangère, et à l'époque c'était l'anglais que tout le monde voulait apprendre parce que voilà, c'était plus à la mode, un peu la langue de entrepreneuriat et tout ça. Et ma mère, elle dit que en fait, l'école où on apprenait la langue française était la plus proche de la maison. Et du coup, elle dit voilà, j'étais paresseuse, j'ai envoyé mes 2 filles à apprendre la langue française, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec ma sœur de parler français, un peu par un titre de ma mère. Et il y a autant de langue française qu'il y a de locuteurs de par le monde, et très différents. D'ailleurs, on peut le voir à travers vos textes. C'est pour ça que je vous avais demandé chacun de lire un extrait. Et d'un texte à l'autre, on a une langue qui diffère, qui est différente forcément, puisqu'il y a un imaginaire derrière. Et je voudrais juste vous dire, quand on parlait de la francophonie, par exemple en Roumanie, comment la langue française, dans un pays comme l'Égypte, où tout le monde parle arabe, beaucoup de gens parlent anglais. Mais ceux qui parlent français, c'est la bourgeoisie. Vas-y, prends le micro. Toujours ? De nos jours, non. Parce que chez moi, en fait, je vais raconter une petite anecdote, c'est bon, ça marche ? Assez rigolote, parce qu'évidemment tout le monde parle anglais. Je me retrouve dans un vernissage de jeunes des Beaux-Arts de Bucarest, très sympa et tout. Et je les entends parler entre eux en anglais. Je dis mais pourquoi Ah non, mais tu comprends pas. Bah non, expliquez-moi. Je dis non, mais tu vois, par exemple, c'était une jeune fille, si je suis amoureuse, je vais pas dire à mon copain t'es ubesque, c'est nul. Si je lui dis I love you, c'est beaucoup mieux, quoi. Je dis non, mais sérieux ? Oui, bah bien sûr. Je dis alors, et le français dans tout ça ? Ah non, mais le français c'est trop chic, quoi. Je vais pas lui dire je t'aime, ça marche pas, il faut que je dise I love you. Et là je dis ok, d'accord, ok, bon, bah voilà. C'est de l'explication que j'ai reçue, mais c'était vraiment sympa. Et donc, en Roumanie, maintenant, évidemment, tout le monde parle anglais. Le français, c'est un peu ma génération de petits vieux, hein, parce qu'on commence à être un peu vieux, la cinquantaine, tout ça. Bon, c'est plus très à la mode. Sinon, il y a le plus grand lycée français du monde à Bucarest, Ana de Noailles. Ça craint, hein. Tu vois, donc il faut savoir aussi, il est énorme. Ana de Noailles, roumaine, aristocrate. Donc il y a beaucoup d'étudiants roumains qui... Alors, tu sais pas pourquoi, mais parce que je pense qu'ils ont des parents qui ont eu des parents et qui aussi ont des parents qui pensent que le français... Mais c'est rigolo, il y a c'est le pays des contradictions. Mais dans tous les pays, il y a des contradictions. Tu parlais tout à l'heure de l'histoire, c'est-à-dire la colonisation. De fait, Alain Mabankou disait la même chose. C'était la langue
qui était donnée par l'histoire. Mais il dit en même temps que c'était la langue de découverte de la littérature écrite. C'est-à-dire que puisque l'histoire, la colonisation a fait que cette langue existe, ça permet d'aller vers la littérature, vers le texte littéraire du monde entier en français. Parce que c'était le cas pour toi. Oui et non. Oui et non. Oui, alors oui, de fait, parce que j'étais à l'école française, donc ça a été ma porte d'entrée vers la littérature un peu structurellement, parce que voilà, c'est là où j'ai appris la littérature. Donc oui, il y a eu cette approche-là, mais après, c'est aussi... Enfin, je veux pas être rabat-joie, mais il y a un aspect très... je pense que, en écho un peu à ce que tu dis, il y a un aspect très étriqué aussi que j'aime bien, mais à la manière dont le français se situe dans la hiérarchie des langues dans laquelle on écrit aujourd'hui. Hein? Ouais. Non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que... Non, mais c'est en fait le problème, c'est que, enfin le problème, la question, c'est que souvent du coup en fait, c'est pour ça, c'est toujours la difficulté que j'ai, c'est que un peu ce que tu disais en fait, c'est que on peut trouver 1000 raisons comme aucune. J'aime bien écrire en français, c'est sympa, c'est la langue par laquelle j'ai eu accès à la littérature, mais j'aurais pu y avoir accès par l'arabe en fait. De l'exacte même manière, en littérature traduite en français ou en arabe. Les aléas ont fait que ça a été le français et que je me suis, approprié le français pour une partie de ma fiction, en tout cas. En fait, j'essaye de pas trop y réfléchir. C'est ça le truc, c'est que j'essaye de pas non plus trop... parce que je l'ai fait très longtemps quand j'étais plus jeune, et puis à chaque fois qu'on me posait la question, j'étais là, il faut que je trouve une réponse. Mais c'est très français, ça, trop réfléchir. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, et vraiment, j'étais là, ok, je dois avoir ces éléments de langage hyper équilibrés. Ouais. Et puis à chaque fois, tu dis oui, alors il y a l'histoire, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et mais du coup, c'est vraiment un travail très difficile. Vraiment, je trouve vraiment dur de pouvoir faire ça et en même temps de dire, je vais... Oui, j'essaye de pas trop y réfléchir. Enfin, c'est vraiment difficile de faire. Il y a trop d'échafaudage, quoi, quand c'est comme ça. Tu vois, t'as l'impression d'avoir besoin d'appui tout le temps, parce que sinon ça s'écroule. Oui. Surtout et c'est conceptuel à fond, tu vois, avec des lois, des règles, des machins, et c'est très chiant, quoi. Enfin, sincèrement, je parle pour moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a trop de structure, et que la liberté, elle est où, quoi? L'ingénuité, la liberté, l'envie de raconter, en fait. L'oralité écrite, moi j'y crois. Tu vois, ça veut dire qu'il y a moins de réflexion, quoi, moins de gros mots, des grands mots, voilà. Les gros et les grands mots, voilà, ça va ensemble en fait. Et puis à un moment donné, t'es sous un espèce d'empilage, de débris intellectuels, c'est pas possible, quoi. Mais la langue française n'empêche pas la création. Non, mais bien sûr, j'ai pas dit ça. Dans cette langue française, on peut inventer. Non, mais évidemment, j'ai pas dit ça, mais je pense... La preuve dans Mars violet. Non, mais ce que je pense, c'est qu'en fait, si tu veux, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est pas ça le souci, c'est que, en fait, c'est trop... Enfin, pour moi, le français, c'est une langue trop réfléchie. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a... Enfin, évidemment qu'il y a plein d'exceptions, parce que sinon il n'y a pas de règles, comme dans tout. Hein. Mais c'est tellement mis en place, en œuvre, c'est tellement expliqué, il y a tellement d'exemples, qu'à un moment donné, c'est trop, quoi. Ça, qu'est-ce que je peux encore faire, quoi? En fait, c'est pour ça, moi j'adore... En fait, je me rends compte que justement j'ai découvert... ça se passait par hasard, la littérature française avec les auteurs qui n'étaient pas français à l'origine, comme Romain Gary, comme Beckett, ensuite c'était Agatha Christophe. Et en fait, justement, je me dis, en fait, je suis d'accord, à la fois, c'est justement une langue qui impose beaucoup de règles et qui est peut-être plus conservateur que la langue
anglaise. Je sais pas si... Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est pour ça, par exemple, moi je prends un énorme plaisir subversif justement de trouver d'autres chemins dans cette langue, presque d'inventer une langue à soi dans cette langue. Mais ça, on peut le faire dans toutes les langues. Donc c'est pas, Oui, on le fait c'est pas vrai. que en français. C'est vrai. Tu vois, et de toute façon, on est obligé de le faire parce qu'on n'est pas français. Donc on a des couches archéologiquement parlant, on n'est pas français, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord, mais justement, en fait, moi, il y a un truc où... en fait, là où j'ai beaucoup de mal avec cette question, c'est que c'est une question qu'on nous pose à nous, mais qu'on ne pose pas aux Français. Et je pense qu'on vient tous aux langues, finalement. Enfin, je veux dire, tout le monde vient aux langues, tout le monde doit apprendre une langue. Effectivement, bah là, avec des couches archéologiques un peu différentes, mais pour répondre plus directement à ta question et pour illustrer ça, moi, en général, quand on pose cette question, j'aime bien évoquer Colette. Parce que c'est une autrice que j'adore. Et l'une des raisons pour lesquelles je l'adore, c'est que Colette, qui est allée de Saint-Sauveur en Puisée à Paris, donc à savoir qui a fait un trajet de genre aujourd'hui un quart d'heure, je pense, en RER, maintient toute sa vie que c'est une étrangère à la terre dans laquelle elle est, à Paris. Et que le français qu'elle écrit, elle l'écrit comme une étrangère. Et en fait, ça se lit quand on la lit, parce que elle fait un peu ce truc que parfois font les étrangers quand ils écrivent une langue. Elle fait un peu des acrobaties. Enfin, il y a un truc un peu, parfois, qui peut être un peu précieux, parfois, genre, incroyablement architecturé. Et souvent, quand je lis Colette, je comprends. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, parce que c'est hyper sophistiqué. Je comprends pas une psychologie qui me dépasse. Mais je suis complètement genre ébloui par la langue, en partie, je pense, parce qu'elle l'utilise comme une étrangère, enfin vraiment comme une étrangère, et alors que, à l'inverse, je pense que parfois, par exemple, moi, j'utilise le français trop comme un français plutôt que comme un étranger. Enfin, donc on a vraiment des rapports assez différents et changeants à cette langue, oui, comme à toutes les langues de toute façon. C'est sûr que c'est pas une singularité du français. Là où il y a une singularité, c'est l'espèce d'héritage francophone qui donne qui crée une zone. Mais je pense que le lien, c'est les gens qui le créent. C'est pas oui, les oui, langues, tout à c'est fait. les gens. Oui, donc c'est pas que c'est le français ou la francophonie ou l'allemand ou le russe, j'en sais rien. C'est les gens et ce qu'ils racontent. Et c'est parce qu'il y a plus de gens à un moment donné dans l'histoire qui ont eu, enfin dans ce côté du monde, qui ont eu envie de raconter des trucs en français, peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai pas fait de statistiques, donc. Non mais Paul de Sinetti disait qu'il y a autant de langues françaises que de cas. Et c'est évident. Et donc, regardez, prenez Patrick Chamoiseau. Comment il réinvente la langue française. Donc, il la créolise. Mais la langue française, précisément, se réinvente toujours parce qu'elle est en mouvement. Et elle est en mouvement précisément parce qu'il y a des écrivains comme vous qui la bousculent, qui la réécrivent, qui la réinventent chaque fois. Et puis que tu en parles de la Roumanie particulièrement, nombre d'écrivains et écrivaines roumaines écrivent et ont écrit en français. Ça date vraiment. Ah non. Ramona Badescu, elle est encore jeune. Irina Teodorescu, elle est encore jeune. Oui, mais bon, Ramona Badescu, si je ne me trompe pas, elle a grandi en France. Mais Irina Teodorescu, elle est arrivée très... Ouais. Non, elle est venue de Roumanie. Irina non, mais Teodorescu. Je sais, mais jeune. Oui, peut-être. Ouais. Enfin, non, mais... Non, c'est pour dire... Mais il y en a pas, oui, mais il n'y en a pas énormément, en fait. Enfin, oui, je comprends, je suis d'accord, mais il y en a... Enfin, écoute, je sais pas, mais je connaissais ces deux noms. Je ne les connais pas, mais oui, parce que c'est un pays où on a pu venir aussi. Enfin, je pense que le choix, il s'est fait aussi géopolitiquement. Pas que... Enfin, elle dans le cas de filles que tu as citées, je pense qu'ils sont venus avec leurs parents. Enfin, voilà, il y a aussi une histoire de migration, ce qui est très important. Tu vois, parce que c'est pas parce qu'elles n'ont pas choisi d'écrire en français, ils sont arrivés ici parce qu'elles sont venues avec leurs parents, elles se sont retrouvées dans un pays, elles avaient envie d'écrire, et c'était la langue qu'on parlait. Enfin, mais c'est vrai, mais c'est une langue latine, hein, le roumain. Donc c'est plus simple d'écrire en français qu'en arabe, par exemple, pour un roumain.
Je pense. Tu parlais de Colette, mais on peut citer Kateb Yassine, qui disait « J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français ». Et il ajoutait « La langue française est un butin de guerre » pour sa génération. Donc ce n'est pas le cas des générations d'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas du Palestinien que tu es. Ce n'est pas le cas de l'Algérien écrivain d'aujourd'hui qui écrit en français, ou du Marocain, du Tunisien. Qu'est-ce que tu penses? Enfin, qu'est-ce qui a changé? Enfin, pourquoi c'est pas le cas? Enfin, je suis d'accord, je pense, mais je... Oui, ce n'est plus le cas parce que cette langue française est réinventée par les écrivains d'aujourd'hui, qu'ils soient d'Algérie ou de Palestine ou d'ailleurs. C'est une réinvention constante. Et même à ce moment-là, parce que Kateb Yassine, c'est une génération qui était dans le combat pour l'indépendance algérienne. Ce qui est différent. Donc, cette langue, c'était quand même une langue d'émancipation et d'ouverture universelle qui a permis à des poètes comme Kateb Yassine précisément de dire la personnalité algérienne. Je suis d'accord sur quasiment tout. Après, moi, j'ai souvent du mal avec, tu sais, comme ma génération, avec le terme d'universel ou en tout cas qui existe mais qui est qui est weaponized comme une forme quand même d'oppression assez forte, surtout dans nos pays. Je préfère souvent penser au général, de pouvoir accéder à quelque chose de général, à savoir à quelque chose qui peut résonner peut-être chez d'autres pour toutes sortes de raisons. Après, ce que je veux dire, c'est que l'arabe, par exemple, aussi peut permettre d'accéder à l'universel. C'est juste que personnellement, je ne le maîtrise pas assez pour faire ça. Je maîtrise même très mal, tu vois, j'écris mal en arabe. Donc, en fait, toute langue permet d'accéder à quelque chose. Il n'y a pas un seul universel, il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Si on parle d'universel, tu vois, bon, avec ou sans guillemets, quoi. Donc c'est pas, on n'est pas. C'est ça, c'est le général, je pense. Et ouais, j'ai l'impression que toute langue le permet d'une manière ou d'une autre. Mais après, je sais pas si. Après, mon cas est un peu bizarre entre guillemets parce que je viens d'un pays qui n'est pas du tout francophone. Donc la Palestine, il n'y a pas d'histoire vraiment très francophone. C'est un pays historiquement donc arabophone ou anglophone. Donc c'est un peu une bizarrerie en fait. Tu vois. Et ça veut dire aussi que par exemple, contrairement à un écrivain algérien ou à une écrivaine libanaise, en pensant à des pays similaires, quand j'écris en français, j'ai pas du tout de public palestinien. Donc en fait, j'ai pas de lectorat palestinien du tout. À part ma mère. Enfin, vraiment, non, mais littéralement. Et ma mère ne parle pas très bien français, donc c'est même pas... Et en fait, mais ça veut dire que le prix de pouvoir parler aux autres, c'est de ne pas parler aux siens, un peu, en quelque sorte. Ce qui est une position super bizarre. C'est hyper bizarre, c'est assez enrichissant aussi, parce qu'on est obligé de se poser la question. Mais voilà, c'est... Bon, voilà. Mais ne pas parler aux autres, ne pas parler aux miens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là que tu as introduit qui pose problème à l'écrivain? Parce que l'écrivain parle à tous ceux qui peuvent le lire, toutes celles et tous ceux qui peuvent le lire, et qu'il y a des traductions. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas, je veux dire, en tant qu'écrivain, quelle importance que ce soit lu ici ou là, puisqu'il y a un lectorat? Bonne question à laquelle je dois réfléchir. Et puis l'universel, on parlait d'universel. Bien sûr que l'accès universel, et on le prend de partout. Mais l'universel, comment le détermines-tu? Quand tu parles de l'universel, il y a la singularité, bien sûr, du territoire, de la langue. C'est évident. Mais l'universel... Sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, je peux même pas expliquer pourquoi universel, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être tout simplement parce que je viens d'un pays qui était fermé. Je pense que ça peut expliquer simplement l'approche, mais ça me fait un peu peur tous ces termes, parce que même quand tu dis général, moi je pense à l'armée, tu vois. Donc, non.
fait, tous ces termes-là, en fait, je sais pas comment vous dire, je pense qu'il faut simplifier un peu la vie, quoi. Pour être heureux, tout simplement. Ça veut dire que c'est très bien d'enrober, de trouver des concepts, d'avoir... ça fait sens, bien sûr, mais ça fait pas sens pour tout le monde. Déjà parce qu'il y a des gens... c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, hein, c'est parce qu'ils vivent dans un monde plus simple dans le bon sens du mot. Et que... voilà, quoi, je sais pas... c'est une question de caste aussi, si vous voulez. On revient à la francophonie, à l'importance, parce que à l'universalité, au général, tu vois, aux armées culturelles, parce que c'est un peu ça. Et qu'est-ce que c'est chiant. Je suis désolé, hein, mais moi je préfère être dans une cuisine avec une grand-mère qui parle une langue que je ne comprends pas et essayer de lui raconter quelque chose. Ça m'apporte quelque chose, j'ai chaud au cœur, je goûte son plat. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est le côté humain, mais le vrai côté humain, pas le côté à emballer à Georges V, quoi, ou je sais pas. C'est comme, vous savez, quand je suis arrivé en France, moi, je connaissais rien au système d'enseignement français. Bon, voilà, je suis arrivé, j'ai fait un peu d'archi, et puis après, j'ai eu le concours des arts déco, qui est quand même une école napoléonienne, donc une grande école. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ce qui est drôle, c'est que donc l'ENSAD, donc l'École nationale supérieure des arts décoratifs, est rue d'Ulm, à côté de Normal Sup. Je ne connaissais pas Normal Sup, vous imaginez bien. Et donc on me demandait t'es où? Je suis rue d'Ulm. Oh, tu es rue d'Ulm? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je fais quelque chose de mal. Tu as Normal Sup. C'est quoi ça? Normal Sup. C'est bizarre. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Je parle de ça, en fait. Je parle du fait que bon, il faut simplifier, il faut vivre la vie, et puis il faut être heureux surtout. Enfin, essayer du moins, et essayer de rendre les autres heureux et partager des trucs. Parce qu'après. Voilà. Mais avec ton roman, tu nous fais partager beaucoup de choses. J'espère. Dans la langue française. Alors, oui, je sais. C'est cela. Donc, et cette langue française, tu l'as travaillée comme tu as voulu. Tu as mis dedans ta culture, tout ce qui te constitue depuis toujours. Non, mais bien sûr, mais en fait, je l'ai fait. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas cherché des constructions, j'ai pas fait des trucs. C'était pas compliqué. C'est dans la simplicité, dans le truc direct. Mais non, ça a plus ou moins bien marché, évidemment. Et puis, je suis pas ce qu'on appelle une écrivaine. En fait, j'ai écrit un livre. Ça veut pas dire que je suis écrivaine. Moi, j'ai très peur des professions, en fait. Je comprends pas, en fait. Pourquoi il faut être quelque chose? On est déjà vivant, c'est déjà beaucoup. Aliona, peut-être, j'aimerais savoir si, par exemple, c'est avec la langue française que tu as approché, par exemple, la littérature russe, ou si c'est par la langue maternelle que tu as, par exemple, toi, comment tu as approché cette littérature? Au niveau d'écriture? Non. Déjà la lecture, comment tu as lu les textes littéraires des écrivains russes et autres. Est-ce que tu les as lus dans leur langue ou tu les as lus en français quand ils ont été traduits? Je l'ai lu en russe, après c'est tout un... Pardon? Je l'ai lu en russe, en fait. En russe. Après, c'est... Ouais, moi j'ai cette chance, en fait, très souvent de lire les auteurs dans leur langue, c'est ça ce que je préfère. Et c'est dans la langue où ils se sentent chez eux. Et après, justement, en fait, moi, je trouve ça très intéressant, justement, ton questionnement sur cette... On m'entend? J'ai l'impression qu'il y a... Oui. Ouais. Ça va s'arrêter. Quand tu disais que justement en fait t'écris en français et finalement c'est une langue, ce sont des textes qui vont pas être lus par les Palestiniens sauf par ta mère, et du coup c'est une situation assez particulière et c'est un choix assez particulier, et je me pose cette question parce que justement quand j'ai écrit mon premier texte, à un moment donné, c'est-à-dire, déjà, j'ai l'impression que quand on écrit un texte, peut-être on n'imagine pas les lecteurs.
on s'imagine dans un espace. Et après, je me rends compte que, par exemple, dans le premier texte, je m'adresse à mon père. Et mon père, il apprenait la langue anglaise, mais il n'a jamais parlé français. Mais je me suis quand même adressée à lui. Et en fait, c'est pour ça que peut-être, c'est pas vraiment la question de langue au niveau de langue nationale, mais c'est une question presque de la langue, je sais pas, à inventer, de l'adresse, où la langue, on met des choses qu'on a envie de raconter. Et ok, on prend le russe, on prend le français, comme tu dis, oralité écrite. Ok, on prend tout ce qu'on a sous la main d'une façon assez instinctive pour dire des choses hyper importantes, pour les envoyer à la grand-mère, à la cuisine. Mais je pense qu'on a un grand avantage par rapport au français. Tout bêtement, on se prend moins la tête par rapport à la qualité du français. Tu vois, par exemple, quand j'ai écrit mon truc, en fait, des amis français qui ont commencé à le lire, on dit « Oh là là, mais j'aurais jamais pu faire comme ça, mais tu te rends compte, mais c'est dingue !» Je dis « Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Non mais t'as vu comment tu écris ? Non mais c'est chouette, mais bon, putain, pour un français, c'est impossible, quoi. Non mais t'imagines, j'aurais fait ça au lycée, ils m'auraient tué, non !» Ok. Parce qu'il y a une forme de liberté, en fait. Enfin, moi, j'ai même pas fait d'école française, tu vois. Moi, j'ai fait tout en roumain, j'ai passé mon bac en roumain, et j'ai fait une école d'art en France, donc j'ai jamais écrit en français pour l'école. Jamais. Ce qui est génial, parce que t'as rien appris. Tu vois. Donc, en fait, c'est... Mais cool. Quelle que soit sa langue, l'écrivain est libre, non ? J'en sais rien. Je sais pas. Nous avons des textes dans toutes les langues du monde. Bien sûr, mais là, tu me poses une question, enfin, tu nous poses une question sur la liberté, ça dépend ce que tu entends par liberté, je sais pas. Moi, j'ai du mal à définir la liberté. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très, très simple, très beau. Très... Mais alors, oui, a priori, oui, mais je pense que, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont moins libres que d'autres, non ? Je sais pas. Non ? Je sais pas. Ça dépend de quoi tu parles, pourquoi tu parles. La liberté est un combat, de toute façon, c'est une lutte à mener constante. Dans ce sens-là, oui. Bien sûr, mais c'est dans cela, ce sens-là, oui. Alors, je voudrais juste venir à cette question de la langue refuge, la langue française comme refuge. Et je me rappelle qu'il y a eu une enquête faite en Afrique du Sud, nous sommes en Afrique. Hein. En Afrique du Sud, il y a des travailleurs venus du Mali, du Sénégal, du Congo, qui travaillent, qui sont immigrés, qui ont émigré là-bas, et qui travaillent en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on parle anglais. Et ils sont rejetés, ces travailleurs sont rejetés en Afrique du Sud, sont marginalisés. Et qu'est-ce qu'ils font pour tenir ? Ils refusent de parler anglais et utilisent le français comme refuge pour eux. C'est assez extraordinaire, cette histoire, quand même. C'est très beau, hein. Tu sais, moi, je bosse comme interprète du roumain et de l'anglais. Et en fait, l'anglais, c'est récent. Et en fait, je parle avec beaucoup de gens d'Afrique de l'Ouest. Je connaissais très peu de choses sur l'Afrique de l'Ouest, sincèrement. Donc, au début, je comprenais même pas comment ils parlaient. Tu vois, alors, le créole, le pidgin, c'est incompréhensible. Et j'ai appris plein de choses sur les gens qui utilisent une langue du colonisateur, en fait. C'est très chouette. En tout cas, il y a quelque chose qui est évident pour tous les trois, quelles que soient vos précisions, votre rapport à la langue française, c'est que la langue française vous permet le décentrement. C'est un véritable décentrement pour les unes et pour toi aussi. Pour les gens centrés. Parce que si au début t'es pas centré, ça le fait pas. Non, c'était une blague. Mais je parle de moi. Je pense pas que j'étais centré dans ma vie. Ce qui est une expérience qui me manque. J'aimerais bien la connaître. Et donc, du coup, je suis resté sur l'orbite qui bouge, quoi. Aliona ? Oui, j'aime bien cette idée de décentralisation, même en fait, presque de déplacer le centre de gravité ou presque l'avoir toujours. J'aime bien en fait ce côté incertitude ou je sais pas, être un peu suspendu, en train de chuter. J'ai l'impression que ça donne en fait de vivacité à ce qu'on a envie de dire dans l'écriture. Du coup, ça, ouais, j'aime beaucoup. Karim ?
Oui, je pense. Oui, moi aussi j'aime bien le terme de décentrement parce que je trouve il est beaucoup plus matériel en fait. Enfin, il me donne une manière concrète d'imaginer, oui, ce que permet le français. Parce que pour parler par exemple de l'écriture d'un texte, par exemple pour parler du Palais des Deux Collines, l'une des difficultés, enfin ou en tout cas l'un des défis auxquels j'ai fait face, c'est comment donc défi très commun, hein, qui n'est pas singulier encore une fois à la Palestine, c'est comment décrire certaines réalités langagières de Palestine dans une autre langue, sans tomber ni dans l'espèce de truc un peu fétichisant, genre je vais vous raconter des trucs exotiques sur la Palestine, ni non plus dans un truc trop uniforme où je simplifie. Enfin, vraiment trouver cette espèce d'équilibre pour essayer en tout cas d'être un peu juste par rapport à certaines réalités. Donc dans une langue là qu'on peut appeler étrangère, le français, ça a été en fait, c'était hyper intéressant parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus chouette quand on écrit que d'utiliser ou quand on fait, je pense, n'importe quelle forme d'art, enfin, je pense, pour moi en tout cas, que d'utiliser un matériau inadéquat pour faire ce qu'on veut faire. Et en fait, du coup, tu es obligé de trouver des solutions, de pas faire ce qui t'est confortable, de bricoler, c'est le mot, et puis de pas faire ce qui t'est confortable. Et ça, en fait, là, pour le coup, c'est ça le décentrement aussi, c'est que t'es pas à l'aise en fait avec beaucoup de choses. Et je pense que pour revenir à l'arabe, si j'écrivais en palestinien spécifiquement, il y a un aspect où peut-être je serais trop à l'aise. C'est ça la distance aussi, c'est que ce serait trop proche de cette réalité, donc il y a de la facilité peut-être. Et du confort. Du confort. Du confort, ouais. Ouais. Et Confort, le français, enfin écrire en tout cas dans une langue qui n'est pas celle-là, te permet de voir. Donc il y a une part de prise de risque d'écrire en français. Oui, mais je pense que c'est vraiment spécifique à chacun d'entre nous. Et au pays et aux différents. Parce que, les choix conscients, c'est pas des choix. Les choix inconscients, je pense que c'est des choix. Tu vois, parce qu'après, si tu te donnes des raisons, j'ai fait ça, bon, ça va, quoi. Voilà, c'est encore un truc français, ça analyse trop. Donc du coup, chez moi, les Roumains marchent pas du tout comme ça. C'est pour ça que on est souvent pris pour des dingos. Parce que c'est vrai que ça fuse, tu vois. Bon, ça peut être. Je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ça et que voilà, mais c'est quoi ce bordel ça va bien 5 minutes. Mais oui, prise de risque, oui, bien sûr, mais la prise de risque, c'est tous les jours, dès que je sors de chez moi, et même chez moi, en fait, tu vois. Tout peut arriver, je sais pas, moi. Donc, en fait on vit tous dans une prise de risque universelle, tu vois. L'universel, là, ça marche. La mort. Et l'avenir immédiat, prochain, avec la langue française, dans la littérature, l'avenir là, qui va venir? J'adhère en fait à cette philosophie de prise de risque universelle. Franchement, ça me convient, voilà. Et l'avenir immédiat, là, dans la littérature, je parle. L'avenir, le prochain texte. C'est toujours la langue française. C'est toujours la langue française, mais d'ailleurs, parfois, je me pose la question si je ne vais pas essayer d'écrire, par exemple, en langue portugaise, juste pour retrouver justement la même incertitude. Mais pour le moment, parce que je me rends compte que je commence à avoir un peu mes automatismes dans la langue française, mes chemins en prise, et du coup, je me dis, peut-être il faudra à nouveau changer pour un peu, justement pour cette prise de risque universelle. J'adhère. Karim, toi qui écris aussi en anglais, l'avenir, dans la littérature, je parle. Dans les deux langues, en fait, j'écris pas la même chose dans les deux langues. En anglais, j'écris plus de la science-fiction ou de la fantasy, ce genre de trucs, ouais. Mais c'est assez marrant parce que je le fais pas en français, sans raison. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. T'as publié en anglais Ouais, mais juste des nouvelles. Enfin, tu me diras, parce que c'est ma littérature préférée.
Ouais, mais en fait, du coup, c'est vraiment comme si c'était deux mondes différents. Enfin, j'ai écrit un peu comme si c'était deux mondes différents. Je voulais juste dire un truc. C'est vrai que, pour faire écho avec ce que tu disais, en fait, quand on parle de ces choses, c'est pas qu'on les a pensées avant. Enfin, c'est qu'on est en... Enfin, souvent, on les pense après, les raisons, en fait, ou tous ces choix, etc. Ou pas, mais en fait, quand on répond à des questions, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça me fait un peu juste... et c'est pour ça que souvent, je galère, parce que la question émerge pendant qu'on... Enfin, grâce à la question, souvent. Et par rapport à la prise de risque, alors, juste aussi, pour les Palestiniens, spécifiquement, écrire dans n'importe quelle langue, c'est une prise de risque physique énorme. Vraiment énorme. Le danger est vraiment assez conséquent, que ce soit en français ou dans une autre langue. Mais oui, donc pour l'avenir, j'espère continuer à écrire. Oui. Alors moi, j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire que je vais écrire ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, j'essaie de vivre bien, enfin, d'être contente, de découvrir des choses, d'apprendre d'autres choses, de rencontrer des gens. Donc, très chouette d'être ici, c'est une première expérience. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Déjà, j'ai vu plein de gens que je ne connaissais pas, ce que je trouve très chouette. Et moi, j'aime bien lire, j'aime bien écrire. Enfin, je pense que j'aime bien écrire. Je ne sais pas, j'ai fait un seul texte. Et je pense que ça va venir si je vais avoir quelque chose que je vais avoir envie de raconter, tu vois. Je ne vais pas écrire pour écrire, parce que je pense que ça ne marcherait pas en ce qui me concerne. Encore une fois, je n'ai pas de profession, peu importe laquelle. Donc, si je veux avoir une histoire à raconter, je vais essayer. Et puis, si j'y arrive, tant mieux. Voilà. L'avenir en français, dans la littérature. Écoute, je pense qu'en français, j'aimerais bien écrire en anglais, mais mon anglais n'est pas si bon, malheureusement. Pour notre plus grand plaisir, c'est bien que tu ne connaisses pas l'anglais tout à fait. Que tu restes avec la langue française que nous aimons. Pour l'instant, je suis là et que voilà. Donc, si jamais, je vous dirai. Merci beaucoup. On peut prendre une, deux questions peut-être du public pour nos trois écrivains. S'il n'y a pas de questions, oui. Vous m'écoutez bien? Oui. Bien, c'est une question assez générale. Je parle l'espagnol comme langue maternelle. Je suis de Colombie. Mais là, on a comme un peu la langue française comme une langue un peu sacralisée, hein, comme un peu la langue française. Mais c'est bizarre parce que des fois, j'écoutais beaucoup de personnes françaises qui m'ont dit non, mais l'espagnol c'est la langue de l'amour aussi, la sonorité, tout ça. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que votre opinion sur la langue espagnole, en effet. Muchas gracias. Non, je réfléchis. Oui, je parlais espagnol par le passé, j'ai tout perdu. Donc en fait, je lisais surtout espagnol. Mais après, parce que pour le coup, pour moi, l'espagnol, je le vois vraiment comme quelqu'un d'extérieur. Enfin, parce que c'est une langue que j'ai appris très tard, que j'ai jamais vraiment, enfin, que je pouvais utiliser en tant que lecteur, mais j'avais pas plus que ça. Et du coup, enfin, c'était surtout une entrée dans des littératures incroyables et extrêmement variées, enfin, dans leur langue originale, ce qui était vraiment incroyable en fait pour moi, parce que enfin, c'était extraordinaire. Et je pense, après, je sais pas à quel point c'est encore une fois, je parle comme quelqu'un d'extérieur, mais ça m'a frappé aussi que c'était une langue qui s'était distribuée en des pays, pas de la manière dont le français a été distribué. Donc c'est un peu, c'est des géographies et des géopolitiques différentes, ce qui fait des langues très très différentes. Mais oui, le sacerdoce du français, c'est très chiant d'ailleurs. Enfin, je trouve ça vraiment
c'est pareil, c'est ce truc où on te dit que le français est tombé du ciel. Non, enfin, genre, c'est pas comme ça. Enfin, mais oui, je sais pas si je réponds à ta question. Mais, un peu. Oui. Je veux dire d'une manière très intuitive, parce que c'est une langue que je parle un petit peu. J'ai l'impression que c'est une langue très corporelle, très intuitive. Et aussi, en fait, bon, c'est le cas de plusieurs langues, mais par exemple, une des choses, quand je commençais à apprendre espagnol, une des choses qui m'a marqué, que par exemple, on dit te voir, on dit verte, et du coup, on inclut toi dans le verbe. C'est comme si voir quelqu'un, en fait, ça changeait l'action en soi. Du coup, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça qui s'est joué pour moi. Alors malheureusement, moi, je parle pas espagnol du tout. Mais bon, je parle le roumain qui est langue latine, donc c'est un peu la même famille. Alors moi, je veux dire un truc universel cette fois-ci. C'est que, en fait, moi, je respecte toutes les langues. Mais pour le simple fait qu'elles existent. Et même s'il y a deux personnes qui parlent une langue, elle existe. Même s'il y a une personne qui parle une langue, elle existe. Maintenant, définir une langue, mais pourquoi, en fait? C'est un peu, parce que tu sais, il y a plein de points de vue. Moi, je pense que chacun vit une langue à sa façon, et c'est vraiment chouette de la vivre différemment. Moi, je respecte toutes les langues, et je trouve qu'elles sont toutes super, vraiment très chouettes. Et que, tu vois, je veux pas dire l'espagnol, c'est une langue corporelle, ou parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va dire, bah non, en fait, l'espagnol, c'est une langue, je sais pas, hyper réfléchie, et en fait, ça veut tout et rien dire. C'est un peu, pour moi, je trouve ça un peu dangereux, parce que l'universalité, tu vois, c'est comme ça ou c'est comme ça, et tu trouves des particularités dans toutes les langues, parce que des gens qui la parlent très bien, ils vont voir quelque chose. Toi, en tant qu'étranger, quand tu apprends une langue, tu découvres. Tu vois, Lyon a découvert un truc. Enfin, moi, je ne parle pas, mais je ne sais pas si beaucoup de gens qui parlent l'espagnol t'auraient dit ça. Je ne sais pas, j'en sais rien. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous avez pu échanger, parce que elle parle, elle comprend l'espagnol. Moi, non. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais j'aurais un peu peur de dire quelque chose. Je dis juste que je respecte toutes les langues, vraiment, parce qu'elles existent. Tout simplement. Et la langue espagnole est parmi les 5 les plus parlées dans le monde, et le français aussi. Donc, on sait qu'il y a énormément de locuteurs en espagnol dans le monde. Hein. Je crois que c'est la 3e langue la plus parlée. Merci à vous 3, merci. Merci au public. On se retrouvera sur d'autres plateaux. Merci.